Est-ce que vous aussi, ça vous arrive parfois de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, de faire une petite pause et de regarder ce qui s'est passé les 10 ou 20 dernières années, ou même 30, 40, 50? Parce que oui, je vois au fond là, devant aussi d'ailleurs, plus de la moitié d'entre vous ont plus de 45 ans. Et 30% de l'audience de cette chaîne, toute jeune certes, a plus de 60 ans. Alors je tiens à vous remercier, du plus profond de mon cœur. Moi qui ai passé les 40 printemps, vous me faites passer pour un petit con, et je vous assure, c'est génial. Et aux 2% de jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, je tiens à vous dire, vous inquiétez pas, ça va arriver. Beaucoup plus vite que vous le pensez. C'était pendant un de ces moments d'introspection. Hein. Là, c'est moi, je dois avoir, je sais pas, même pas 14 ans. Je suis au meeting de Mont-de-Marsan, je pense, en 1998, dans le cockpit de Mirage 2000. Et je reçois le coup de fil d'un copain, Yannick, je l'ai déjà présenté, le rédac chef de DevTech, qui m'appelle et me dit Dis-moi Bruno, j'ai un petit peu de place dans mon chemin de fer là. T'aurais pas une idée pour un article de 6 à 8 pages pour mon prochain numéro? mais oui, mon cher Yannick, dis-moi, ça te dirait une rétrospective sur les 20 dernières années d'évolution de l'armée de l'air? Banco! Super le lecteur. Mes photos de meeting de l'époque, et rien que pour l'armée de l'air, sur les parkings, on avait des Mirage F1CT, CR, des Jaguars, des Mirage 2000 de toutes sortes, et même des Mirage 4P, des Mirage 4. Aujourd'hui, tout ça fait partie de l'histoire. Alors si les plateaux des meetings manquent de variété, le but de l'armée de l'air n'est pas d'être un bestiaire pour les passionnés. Le but, c'est quand même d'assurer la sécurité du pays et de faire la guerre. Au final, si on devait tirer un bilan, quel serait-il? Alors nous allons nous intéresser principalement à l'ordre de bataille de l'armée de l'air, hein, ce qui fait que les avions sont utilisés de façon opérationnelle. On va mettre de côté toutes les flottes spécialisées d'avions ISR, d'avions de transport VIP, d'hélicoptères, etc. et se concentrer exclusivement sur la partie avions de combat, avions de transport et ravitailleurs. En se basant sur les différents rapports officiels que j'ai pu trouver, j'ai pu établir les chiffres suivants. L'armée de l'air alignée pour la composante de combat, 7 Mirage 4P dédiés à la reconnaissance stratégique, 23 Jaguars destinés à l'assaut tactique de jour, 50 Mirage F1CT pour l'assaut tactique, 49 Mirage F1CR de reconnaissance, 67 Mirage 2000N pour la dissuasion nucléaire, et 82 Mirage 2000D d'attaque au sol et de pénétration tout temps. Mais aussi 70 Mirage 2000C, 30 Mirage 2000-5, 14 Mirage F1B et 30 Mirage 2000B, ce qui nous donne au total 422 avions de combat. Début 2025, l'armée de l'air est équipée d'une centaine de Rafales. On peut compter 115 en prenant en compte la totalité des livraisons devant avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. Entre 20 et 26 Mirage 2000-5, 48 Mirage 2000D rénovés mi-vie. Au total, et en prenant en compte le nombre le plus élevé, l'armée de l'air et de l'espace compte en 2025 189 appareils de combat. En 20 ans, l'armée de l'air a donc perdu la moitié de ses effectifs d'avions de combat. Et pour le ravitaillement en vol, en 2005, il y avait 11 C-135F et 3 KC-135G, et en 2025, 15 A330 MRTT, dont 3 en attente de livraison. Je mets de côté les 3 KC-135G qui vont être décommissionnés d'ici quelques mois. Dans la partie ravitaillement, en 2025, par rapport à 2005, on a donc gagné un avion. Pour le transport, en 2005, l'armée de l'air comptait 34 CASA CN-235, 14 Lockheed C-130H Hercule, 66 C-160 Transal, pour un total de 114 avions de transport. Et en 2025, 27 CASA CN-235, 14 Lockheed C-130H Hercule, en cours de modernisation, 2 C-130J Super Hercule, 2 KC-130J, 25 Airbus A400M Atlas, un total de 70 avions de transport, donc un volume de 40% en moins. Maintenant que les chiffres sont posés, il va falloir aller un petit peu dans le détail. C'est une évidence, en 20 ans, l'armée de l'air a perdu au moins autant de gras que j'en ai pris. Bon, en vrai, allez-y, hein, faites des blagues. Hein. Déjà, j'ai un très bon niveau d'autodérision, mais en plus, à ce qui paraît, c'est vachement bon pour le sacro-saint algorithme YouTube. Donc, n'hésitez pas, flageolez-moi! C'est vraiment une blague de gras du sud-ouest, ça. Hein. Il n'empêche, si on fait une analyse détaillée, on peut considérer qu'elle est bien plus performante. Il y a 20 ans donc, il y avait les Mirage 4P dédiés à la reconnaissance stratégique, des Jaguars destinés à l'assaut tactique de jour, les Mirage F1CT pour l'assaut tactique, les Mirage F1CR de reconnaissance, avec une mission d'assaut également, les Mirage 2000N pour la dissuasion nucléaire, et les Mirage 2000D d'attaque au sol et de pénétration tout temps.
On a un total de 278 avions de reconnaissance et d'attaque au sol qui ne disposent de quasiment aucune capacité de combat aérien. S'ils disposent tous pour la plupart de missiles d'autodéfense à courte portée, à l'époque le Matra Magic II, ils sont tous myopes. Ils n'ont pas de radar leur permettant d'assurer une veille aérienne à une portée suffisante. Dans le domaine du combat aérien et en environnement contesté, ils dépendent entièrement de la centaine de Mirage 2000 pour assurer leur protection. À cette époque, les capacités Fock-3, soit la capacité de tir et oubli, étaient quand même largement répandues, et malgré tout, les 2/3 des Mirage 2000 étaient des Mirage 2000C RDI, qui étaient équipés de Super 530D et qui étaient des missiles à radar semi-actif. C'est pourquoi à la fin des années 90, l'armée de l'air avait décidé de moderniser 37 Mirage 2000 dans la version -5. Ce n'était pas une petite modernisation. Ils étaient équipés d'un radar très performant, le RDY, et surtout de 4 missiles Mika à guidage radar. En opération, les Mirage 2000C devaient faire un choix entre la portée et l'autonomie. Les Super 530 étaient en effet des gros missiles, et ils étaient emportés sous les ailes, sur les mêmes emports sur lesquels on pouvait emporter des réservoirs additionnels. À l'époque où ces avions avaient été conçus, ce n'était pas un problème. Pour une mission d'interception, partir avec 2 missiles moyenne portée et 2 missiles courte portée, plus un petit réservoir en position centrale sous le fuselage, dans le contexte d'une menace provenant directement de l'Est, c'était ce qui était demandé. Mais pendant les opérations au-dessus du Kosovo, par exemple, là où les autres appareils de la coalition, comme les F-16 ou les F-15, tous plus gros, pouvaient partir avec au moins 6 missiles, plus des réservoirs additionnels pour faire de la sweep, le Mirage partait parfois avec uniquement ses 2 Magic II à courte portée, s'il emportait ses 2 réservoirs de 2000 litres sous les ailes. Donc cette modernisation apportait bien plus qu'un saut technologique, mais aussi un saut capacitaire. Non seulement il doublait l'emport en nombre de missiles BVR, mais en plus, ils étaient emportés sous le fuselage, ce qui libérait les emports sous les ailes et permettait l'ajout de réservoirs, la capacité et la longe. En dehors du Jaguar et du Mirage 4P, qui ont d'ailleurs été tous deux retirés du service en 2005, la totalité des avions de combat étaient des monomoteurs relativement légers. Là encore, c'est un reliquat de la guerre froide, car l'ennemi était à nos portes. Les moyens financiers limités des armées françaises avaient privilégié les petits avions. Même si beaucoup ont fantasmé sur le Super Mirage 4000 qui aurait pu arriver dans les années 80 et qui aurait donné des capacités comparables et même supérieures sur certains aspects à l'incroyable F-15, le choix de s'équiper de petits avions était un choix pragmatique qui permettait à l'armée de l'air de disposer d'un volume d'appareils convenable. Si on retourne sur l'inventaire des avions de combat en 2005, on peut surtout noter que l'armée de l'air disposait de plusieurs flottes d'avions de combat spécialisés. Les magnifiques Mirage F1 CR&CT rustiques servaient pour le renseignement tactique et le bombardement, ainsi que les missions d'appui aérien rapprochées, les missions CAS. Si ces avions avaient une capacité tout temps, l'arrivée du Mirage 2000D au milieu des années 90 a apporté un certain saut technologique. Mais avant cela, parlons du Mirage 2000N. Le 2000N était la première déclinaison de l'intercepteur en avion de pénétration basse altitude, dédié à la dissuasion nucléaire en portant le missile ASMP, air-sol moyenne portée, équipé d'une tête nucléaire. Si les standards K2 et K3 lui ont permis de réaliser d'autres missions air-sol, c'est vraiment le Mirage 2000D, arrivé quelques années plus tard, qui a été conçu spécifiquement pour les missions d'assaut conventionnelles. Le Mirage 2000D était en 2005 un des avions les plus récents en service dans l'armée de l'air. C'était le couteau suisse par excellence. Dérivé du 2000N, il était plus polyvalent, dans le sens où il pouvait faire du renseignement électronique avec la nacelle Astac, des missions de pénétration à basse altitude avec les missiles de croisière antipiste Apache, et Scalp G pour emploi général, les missiles à guidage infrarouge AS-30L et toute une panoplie de bombes guidées laser et non guidées. À noter qu'il n'était pas équipé de canons, ce qui, pour les missions d'appui aérien rapprochées, est un handicap. Dans les faits, le Mirage 2000D n'aurait jamais dû voir le jour. À l'origine, le Rafale devait remplacer le Jaguar, mais le lancement du programme ayant pris du retard, les Jaguars arrivant en fin de vie, ce programme fut lancé rapidement afin d'adapter le Mirage 2000 à des missions d'assaut conventionnelles. Et c'est ainsi qu'est né le Mirage 2000D, qui fit l'objet d'un développement rapide et pragmatique, et qui donna lieu à un avion ayant de bonnes capacités, était une sorte de patchwork capacitaire de différents éléments relativement bien intégrés les uns aux autres. Et je vous conseille d'ailleurs l'excellent livre La guerre vue du ciel, commandant Marc Scheffler, qui a été écrit en collaboration avec Frédéric Lert. Ça fait vraiment partie des meilleurs livres aéros que vous puissiez avoir dans votre bibliothèque. Si vous voulez faire la différence rapidement entre les différentes versions de Mirage 2000 et que vous y perdez, dites-vous déjà que le N c'est pour nucléaire et D pour diversifié, C pour chasse et B pour biplace. Si les avions sont verts et biplace, cela ne peut être que des avions d'attaque au sol. Les N et D disposaient tous deux d'un camouflage biton vert-olive, et il est relativement facile de les différencier. Le D avait un camouflage biton intégral, tandis que l'intrado du N était gris clair.
et le radome de son radar est dépeint en noir. On peut aussi distinguer par leurs munitions. Si vous voyez un ASMP, vous êtes sûr d'être en présence d'un N. Si vous voyez d'un Scalp, d'un D. Si vous voyez des Mirage 2000 en 2 tons de bleu, alors vous avez des avions dédiés au combat aérien. Le C est monoplace et le B est biplace. Pour reconnaître le -5, il faut regarder quelques détails. Un qui est imparable, c'est la position du tube pitot, sur la pointe du nez pour les C et B, et déporté sur la dérive sur le -5. Les armements et leur emplacement est important également. Si vous voyez des Mika sous le fuselage, ce sera forcément un -5. À toute règle, il y a des exceptions. Comme par exemple ces magnifiques Mirage 2000N couleur sable qu'on a notamment vu dans le désert du Nevada pendant l'exercice Red Flag. En 2005, l'armée de l'air dispose encore d'une flotte non négligeable de Mirage F1, les CR et les CT. S'ils étaient bien moins modernes que les Mirage 2000, car d'ancienne génération, ils rendaient des services particulièrement appréciables. La version CR est restée en service le plus longtemps, jusqu'en 2014. CR pour chasse et reconnaissance, ils étaient équipés de caméras sous le nez de l'avion pour effectuer des missions de reconnaissance tactique, et aussi équipés de la nacelle ASTAC de renseignement électromagnétique et de la nacelle Presto. Vous remarquerez au passage que je ne parle pas de pod, qui est un mot anglais, mais de nacelle. On est en France ici, messieurs. Dames. Les Mirage 4P, depuis l'arrivée des 2000N, ont gardé un rôle de reconnaissance stratégique avec la nacelle photo CT52. Ils ont rendu de grands services, mais 2005 fut aussi l'année de retrait de service de cet avion mythique, aux lignes si pures, si élégantes, définitivement dans le top 3 de mes chouchous. 20 ans plus tard, les Mirage F1 CT et CR ont disparu, ainsi que les Jaguar et Mirage 4 et les Mirage 2000N, tous remplacés par le Rafale. Les Mirage 2002 ont connu un programme de modernisation appelé RMV pour rénover MIVI. S'il avait été un temps espéré de pouvoir transformer ces avions en véritables avions multirôles, c'est finalement une rénovation à minima qui a été décidée. Remplacement des Magic 2 par des Mika infrarouges, emport de la nacelle de désignation Talios, une nacelle canon et un nouveau logiciel de mission avec de nouveaux écrans. Mais pas de radar multifonction avec des capacités RR, et donc pas de Mika EM, pas d'ASM non plus. Dans les faits, l'armée de l'air a décidé de prolonger la pertinence des 2000D jusqu'à leur remplacement d'ici une dizaine d'années, et au passage, tout Rafale. Mais c'est surtout l'arrivée du Rafale qui a, sans contestation possible, changé la donne. C'est d'ailleurs en 2005 que le Rafale au standard F2 a commencé à être livré à l'armée de l'air. Et c'est l'année suivante qu'il fut déclaré opérationnel au sein de l'escadron 1-7 Provence à Saint-Dizier, la dernière maison des Jaguars. Bien qu'encore équipé de 2 flottes d'avions de combat spécialisés avec une petite trentaine de Mirage 2000-5 et d'une cinquantaine de Mirage 2000D, c'est bien le Rafale qui aujourd'hui constitue l'épine dorsale des capacités de combat de l'armée de l'air avec 129 avions actuellement en service. C'est un avion polyvalent qui peut réellement tout faire. Et je laisse le terme omnirôle au marketing. C'est un changement de paradigme important qui pose principalement des problèmes de gestion de ressources humaines, plus que matérielles, mais on y reviendra un peu plus tard. C'est surtout un avion plus lourd que le Mirage 2000, de la classe 10 tonnes au lieu de 7,5 tonnes, soit 30% plus lourd à vide. Mais ce chiffre ne veut rien dire en soi, car les évolutions en termes de conception de matériaux représentent un bond capacitaire bien plus important. La masse maximale au décollage passe ainsi de 16,5 à 24 tonnes, soit une augmentation de 45%. Cela donne un avion à la longe et à la capacité d'emport bien plus importante. Si le Mirage 2000 est une formidable plateforme dont la version ultime, le Tir-9, pouvait emporter une panoplie élargie de munitions et était devenue réellement multirôle, l'armée de l'air n'en était pas dotée. Pour comprendre à quel point le Rafale fut une révolution pour l'armée de l'air en termes capacitaires, et malgré sa compacité par rapport à des avions américains équivalents, il dispose de l'impressionnante capacité de pouvoir embarquer jusqu'à 1,5 fois sa masse à vide en carburant et en armement. Une fois son plein interne réalisé, il peut encore emporter 9 tonnes de charge externe, c'est 50% de plus que le Mirage 2000. L'exemple d'emport typique pour une mission de support au sol ou d'interdiction, un Rafale peut emporter jusqu'à 6 munitions air-sol sur 2 emports tribombes sous aile. Avec 2 réservoirs externes de 2000 litres, sa nacelle de désignation laser et 4 missiles RR dont 2 Météor ou 2 Mika EM ainsi que 2 Mika IR en bout d'aile. Avec le standard F4.1, l'emport externe de la voilure numéro 3 sera ouvert, faisant passer le nombre de missiles RR de 4 à 6. Une patrouille de 2 Rafales en mission d'interdiction dispose d'une capacité de frappe conséquente, avec 12 munitions air-sol de 250 kg et 8 missiles RR dont 4 à très longue portée. Cette capacité exceptionnelle a été utilisée en opération à de multiples reprises. C'était le cas par exemple du raid réalisé par 4 Rafales de l'armée de l'air et de l'espace le 13 janvier 2013 sur Gao afin de frapper des groupes terroristes islamistes ayant pris le contrôle de cette région. Les avions d'Éco Air de France, lourdement armés, chacun équipé de 6 munitions air-sol frappant l'ennemi en plein cœur, accompagnés de 3 ravitailleurs C-135 FR, leur mission a duré près de 10 heures. Cette mission, marquant le début de l'opération Serval pour la France, ne comportait aucune menace aérienne.
ce qui ne fut pas le cas de l'opération Hamilton, raid lancé en avril 2018, au cours duquel 5 Rafales équipés de 10 missiles Scalp visèrent des objectifs en Syrie. Disposant de quelques moyens aériens, mais surtout ne sachant pas quelle serait la réaction des forces déployées sur place par la Russie, les précautions furent prises afin d'éviter toute contestation aérienne. Les avions chargés d'assurer ce rôle d'offensive counter-air étaient assurés par des Mirage 2000-5, avions déjà en parc en 2005, et qui le sont toujours en 2025. Très performants, ces appareils devraient être retirés du service en France à très court terme. Concernant la dizaine de missiles de croisière tirés, ils le furent par 5 Rafales, partis de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, chaque appareil pouvant emporter 2 missiles de croisière. Si la mission avait été confiée à des Mirage 2000D, qui ne peuvent emporter qu'un seul missile sur leur point d'emport ventral, il aurait fallu engager le double d'avions, le double d'équipage, ainsi qu'un surcroît d'avions ravitailleurs, afin d'accomplir ce raid de 7000 km. L'homogénéité de la flotte est aussi un énorme avantage pour les planificateurs, et n'est pas évidente à conceptualiser quand on reste braqué sur les chiffres. Certes, l'armée de l'air et de l'espace dispose de 2 fois moins d'avions qu'il y a 20 ans. Mais imaginez qu'un conflit de relative basse intensité prenne place sur un autre continent, et que tous les moyens de l'armée de l'air doivent se déployer. Il faut quelques avions pour le renseignement, plusieurs avions d'appui au sol, éventuellement des avions de pénétration, ainsi que des avions pour la couverture aérienne. Même en conditions de basse intensité, l'armée de l'air en 2005 aurait dû déployer jusqu'à 4 types d'avions différents. Et s'il faut un faible nombre d'effecteurs par type, disons 4, plus 2 en réserve pour chacun, cela représente une force de 24 avions à déployer, avec pour chacun une chaîne logistique différente. En 2025, et avec moitié moins d'avions, la force de frappe que représente la présence de seulement 12 Rafales serait bien plus efficace opérationnellement parlant. En allant un peu plus loin dans le détail, ces 4 flottes disposent également de pilotes formés sur des avions différents et nécessitent des moyens de formation bien plus éclatés, ce qui représente une charge non négligeable. Surtout, Mirage 2000B et Mirage F1B représentaient une flotte d'une trentaine d'appareils dédiés à la transformation et qui ne disposaient de quasiment aucune capacité de combat. Les Rafales biplaces, utilisés au sein de l'escadron de transformation 3-4 Aquitaine à Saint-Dizier, sont des appareils de combat strictement identiques à ceux déployés sur la même base par le 1-91 Gascogne, escadron dédié à la dissuasion nucléaire. Le second siège ne servant plus à un instructeur, mais à un officier système d'armes. Ainsi, les planificateurs n'ont plus à se poser la question du type d'avion à déployer sur un théâtre, mais seulement de les faire rechercher, et d'en déduire un nombre. Les volumes logistiques sont réduits, et les besoins en formation sont également réduits. Enfin, pas tout à fait. Si effectivement, pour le pilotage pur, l'armée de l'air et de l'espace a trouvé un gain en ne formant plus ses pilotes que sur un nombre limité de types d'avions différents, un avion qui fait tout, ça pose aussi de nouvelles contraintes. En effet, un pilote, aussi bon soit-il, ne peut pas tout faire. Les missions sont de plus en plus exigeantes et les heures de vol limitées. Imaginez que sur 2000D, les qualifications de tir aux différents types d'armements et de missions sont déjà en soi un défi important. Alors imaginez ce qu'il en est pour le Rafale. Alors oui, le Rafale est plus facile à piloter et moins exigeant, grâce à tous ces automatismes. Mais ces multiples capteurs, bien plus performants que ceux des avions précédents, et même avec une situation tactique très claire grâce à la fusion de données des capteurs, cela complexifie grandement le travail du pilote. En effet, celui-ci devient gestionnaire de missions de plus en plus complexes. À la question de savoir comment l'armée de l'air gérait l'entraînement de ses équipages sur des avions capables de tout faire, la réponse fut que les opérationnels font en sorte de maintenir des spécialités dans tous les domaines, mais orientent les entraînements des pilotes des escadrons vers tel ou tel type de mission, en fonction des menaces du moment. Si nous devions par exemple être à nouveau engagés en Libye, un effort serait fait sur la réalisation des missions de renseignement et d'interdiction, alors que si on devait être engagé à la dure aux côtés de l'Ukraine, l'accent pourrait être mis sur des missions de pénétration et de défense aérienne. Attention, ce sont seulement des exemples. En 2004, l'armée de l'air disposait de 14 avions quadrimoteurs pour ses missions de ravitaillement en vol, 11 C-135F et 3 KC-135G. L'histoire de l'acquisition de ces appareils auprès des États-Unis d'Amérique permet de mieux comprendre l'état d'essoufflement de cette flotte qui n'était pas seulement atteinte en 2004 par des problèmes d'âge, mais aussi d'une surutilisation liée à une flotte sous-dimensionnée par rapport aux besoins. En effet, les 12 premiers appareils ont été achetés aux USA en 1962. En 1997, 3 appareils supplémentaires ont été achetés d'occasion auprès de l'US Air Force. En 2004 donc, ces appareils affichaient tous plus de 40 décennies d'opération. Il était courant de dire que certains de ces pilotes étaient plus jeunes que les avions qu'ils pilotaient. 10 ans plus tard, en 2014, rares devaient être les pilotes plus âgés que leurs avions. À l'origine, ces avions ravitailleurs ont été acquis afin de supporter la dissuasion nucléaire française, dont la première composante aéroportée était la première opérationnelle sur Mirage 4A. Il faut garder à l'esprit que dans les années 1960, et pour les 30 ans qui allaient suivre, l'armée de l'air avait les yeux tournés vers le bloc de l'Est, qui constituait à la fois son principal ennemi et sa principale raison d'être.
Les opérations aériennes devaient alors se dérouler sur un théâtre européen et l'ensemble de ces avions de combat n'étaient pas ravitaillables en vol, et cette question ne se posait même pas. Suite à la guerre du Golfe, l'armée de l'air, constatant l'importance croissante et même devenue essentielle du ravitaillement en vol dans les opérations, décida d'ajouter des nacelles en bout d'aile permettant de ravitailler 2 avions de combat simultanément. Désormais, le ravitaillement aérien n'est plus réservé à la seule mission de l'alerte nucléaire. Premièrement parce que ce ne sont plus les Mirage 4 qui assurent cette mission, mais les Mirage 2000N, mais aussi parce que la mission est principalement assurée par la Marine nationale avec ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. D'une flotte dédiée à la prise d'alerte nucléaire et taillée au plus juste pour assurer la permanence, les 14 avions ravitailleurs sont désormais de toutes les opérations. La maintenance de ces appareils rincés devient de plus en plus complexe à gérer et la disponibilité s'en faisait ressentir. La flotte d'avions ravitailleurs de l'armée de l'air a beaucoup évolué au fil de sa longue carrière. Un appareil a été perdu en 1972, puis les 11 restants ont été remotorisés en 1984 et 1989, en modifiant au passage leur désignation et en y ajoutant un R pour remotoriser, en devenant les C-135FR. Les 3 KC-135G, achetés plus tard, ont été eux aussi rénovés en 2014 pour devenir les KC-135RG, le R voulant dire ici rénové. Dans un contexte de budget restreint, amplifié notamment par l'attente des premiers contrats export du Rafale, l'armée de l'air était contrainte d'acheter 11 Rafales produits annuellement par Dassault Aviation. Les crédits ainsi alloués ne permettaient pas à l'armée de l'air de s'engager sur d'autres programmes de modernisation. Tout change en 2015 avec les commandes successives de l'Égypte et du Qatar pour un total de 48 appareils. L'Égypte et l'armée de l'air vont fortement bénéficier de ce contexte. L'Égypte premièrement, recevant des appareils très rapidement et qui sont pour certains sur le point d'être livrés, nonobstant certaines modifications obligatoires. L'armée de l'air, elle, dégage immédiatement des crédits. Et c'est ainsi qu'en 2015 a eu lieu la première commande significative pour 8 A330 baptisés Phoenix, après une première commande d'un exemplaire d'essai en 2014. La commande sera complétée en 2018 par 3 appareils supplémentaires avec une accélération des livraisons. En 2020, dans un plan de soutien à l'économie suite à la crise de la Covid-19, 3 A330 sont achetés à Airbus, qui seront portés plus tard au standard MRTT en Espagne. Directement dérivé d'un appareil civil, le Phoenix offre premièrement à l'armée de l'air une meilleure fiabilité et un taux de disponibilité exceptionnel et incomparablement plus élevé par rapport aux antiques C-135FR, qui sont aujourd'hui tous revendus après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services. La sécurité et le confort des équipages et personnels transportés sont aussi portés à un tout autre niveau. Le C-135FR était un avion conçu à une époque où l'industrie aéronautique n'avait pas les mêmes standards d'industrialisation. De nombreuses pièces étaient ajustées directement sur les chaînes d'assemblage, ce qui fait que sur de nombreux points, chaque appareil était unique. L'Airbus A330, sur lequel est basé le Phoenix, est bien plus standardisé. Il offre aux utilisateurs une mise en œuvre plus rapide, des outils de maintenance prédictive et surtout, une disponibilité des flux logistiques incomparablement plus importante, s'agissant d'un avion commandé à plus de 1800 exemplaires, dont environ 1500 sont toujours en service dans le monde en 2025. Le Phoenix est également un appareil bien plus imposant que le C-135FR. 60% plus lourd à sa masse maximale au décollage, c'est aussi un avion bien plus efficace et économe en carburant. Avec 109 tonnes de carburant au lieu de 88, le Phoenix peut emmener 4 Rafales à 3500 nautiques au lieu de 2700, soit 800 nautiques de plus ou 1500 km. À 2000 km de distance, le Phoenix peut rester sur zone durant 4h30 et transférer 50 tonnes de carburant au lieu de 17 pour le 535. Il s'agit là d'un triplement de capacité. Lors de son achat initial en 1962, l'armée de l'air n'avait pas acheté des avions ravitailleurs, mais des avions cargo transformés en ravitailleurs, d'où la désignation différente par rapport aux ravitailleurs KC-135G standard de l'US Air Force. La principale différence provenait de la demande de l'armée de l'air de disposer de la capacité cargo des C-135 sur laquelle était adjointe la capacité de ravitaillement, plus simple que de transformer la structure des KC-135 pour remplacer leur plancher en bois par un plancher renforcé, le prix à payer étant la perte d'un réservoir et d'une moindre capacité de ravitaillement. Au niveau des avantages, le C-135FR pouvait transporter 126 passagers et 9 palettes de fret, capacité limitée notamment en raison de la faiblesse du diamètre du fuselage. Pour vous donner un ordre d'idée, avec un diamètre de 3,75 mètres, le C-135FR a un diamètre plus petit, mais comparable à celui d'un Airbus A320, monocouloir et de court courrier, avec 3,96 m, tandis que le Phoenix dispose lui d'un diamètre bien plus large avec ses 5,64 m. Le fret emporté en soute sur le Phoenix profite de la capacité duale de transport de fret et de passagers, force de frappe commerciale d'Airbus dans le secteur commercial. Il peut transporter 40 tonnes à 7000 km contre seulement 25 tonnes pour son aîné.
Il était question un temps d'adapter les Phénix français avec l'installation d'une large porte-cargo supplémentaire afin de transporter du fret sur le pont passager. Avec l'arrivée de l'Atlas et de sa capacité de transport d'une portée stratégique, l'armée de l'air a jugé l'installation de cette capacité inutile. Entre les deux avions, la capacité de transport en nombre de passagers passe de 126 à 272, soit plus du double. Mais à leur distance maximale, la comparaison ridiculise les capacités du C-135FR avec 73 passagers à 9000 km pour le C-135FR contre 272 à 10 000 km pour le Phénix. Il reste encore un sujet important à aborder lorsque l'on compare les capacités des C-135FR à celles du Phénix. Les C-135FR est en effet un avion monomission. Bien qu'il puisse techniquement transporter des passagers tout en effectuant une mission de ravitaillement en vol, ses capacités sont tellement diminuées qu'en pratique cela n'a jamais été utilisé en opération. Lors de la première mission Pégase en 2018, un ravitailleur était en effet chargé d'effectuer le ravitaillement en vol, tandis qu'un A340 assurait le transport de passagers. Équipé d'une liaison satellitaire et de liaison 16, le Phénix offre une capacité relativement unique dans l'inventaire des outils dont dispose l'armée de l'air en 2025, ne disposant que de 4 E-3F Sentry AWACS, capacité similaire entre 2005 et 2025, et l'armée de l'air n'ayant pas la possibilité de les envoyer lors de chaque déploiement, les moyens de communication du Phénix deviennent alors très précieux. En effet, la direction des opérations, située à Lyon-Montverdun, pourrait suivre en temps réel les pistes relevées par une patrouille de Rafale en survolant l'océan Indien, ainsi que communiquer des ordres écrits de manière chiffrée et bien plus efficace que s'il fallait transmettre des informations à l'oral. Le duo Rafale-Phénix permet donc à l'état-major d'envoyer une paire de Rafales sur des missions très longue distance, voire à l'autre bout du monde, et de les commander en temps réel, tout en économisant le peu de 3F dont elle dispose. Au niveau de la capacité de transport, il était prévu en 2005 que la flotte de C-130H Hercule serait retirée à l'horizon 2020. Or, il n'en est rien. Les retards des livraisons d'A400M, liés aussi bien au retard du programme que du manque de financement des différentes LPM, ont eu des conséquences inattendues. Les 14 C-130H sont en effet en cours de modernisation et seront en service jusqu'à l'horizon 2035. En sus, la France a acheté en 2015 4 C-130J Super Hercule, dont 2 KC-130J, des appareils équipés de nacelles ayant la capacité de ravitailler en vol des hélicoptères. Cette capacité étant fortement attendue, car, très technique, elle offre des possibilités tactiques nouvelles lors des opérations de force spéciales notamment. Ces appareils sont utilisés avec les 6 appareils acquis par l'Allemagne et opèrent dans une unité conjointe franco-allemande basée à Évreux. Le grand changement des unités de transport est à rechercher du côté des remplacements des C-160 Transal et des A400M Atlas. En 2005, il restait encore 66 C-160 en parc. Ces avions de transport tactique, qui étaient à l'époque largement supérieurs en termes de capacité par rapport au Nord Atlas qui l'a remplacé, étaient parfaits dans leur rôle de transport intra-théâtre, avec une capacité de posée d'assaut en terrain sommairement préparé, largement utilisée dans les missions en Afrique. Les Transal, fruit d'une coopération réussie entre l'Allemagne et la France, fait suffisamment rare pour être souligné, ont été commandés à raison de 53 appareils et entrés en service à partir de 1967 dans un premier temps. Puis la décision fut prise de relancer leur production, fait relativement unique également dans l'histoire aéronautique, pour en acquérir 29 supplémentaires, dont 23 seulement vont servir en tant qu'avions de transport tactique, 6 appareils étant en effet destinés à des missions de relais de communication ou pour l'écoute électronique. En 2005, il était prévu de retirer les avions de première génération, tandis que pour les autres appareils, les 160 NG, nouvelle génération, ce sera à partir de 2015. Dans les faits, l'armée de l'air tenta de les utiliser le plus longtemps possible, mais jusqu'à leur retrait complet en mai 2022, ils étaient arrivés à l'os. Appareil très fiable, l'approvisionnement en pièces détachées était devenu tellement délicat qu'il rendait la disponibilité dans des termes que l'on pourrait situer entre anecdotique et aléatoire. Après des débuts bien difficiles, la France a commencé à recevoir ses premiers appareils en 2013, au compte-gouttes. À ce jour, 24 appareils ont été livrés sur une cible identifiée de 37 appareils d'ici 2030, définie par le livre blanc de la Défense nationale. Toujours 50 envisagés à terme. Les premières livraisons le furent dans les standards intermédiaires, tant le développement de l'avion a connu des retards, liés à une gestion de programme mal établie, dont la responsabilité est établie et reconnue entre les États, donneurs d'ordre et industriels. De nombreux défauts divers ont entaché les débuts opérationnels, dont les fameux problèmes de motorisation liés au FADEC ou à l'usure prématurée des boîtes de relais des réducteurs d'hélice. La livraison des standards intermédiaires a également nécessité des mises à jour des avions déjà livrés, ce qui a conduit à une baisse mécanique de disponibilité.
À ce jour, l'armée de l'air et de l'espace semble pleinement satisfaite de l'appareil et surtout de ses capacités qui la font entrer dans les opérations à portée stratégique. Avec l'Atlas, l'armée de l'air et de l'espace dispose désormais d'un avion qui emporte beaucoup plus vite et bien plus loin. Cela permet de conduire des opérations inenvisageables auparavant. Par exemple, lors des événements en Nouvelle-Calédonie, l'armée de l'air et de l'espace a permis d'acheminer un nombre d'équipements sur place en quelques jours seulement. Un cas emblématique fut la livraison d'un hélicoptère, littéralement, à l'autre bout du monde, en 3 jours et 4 escales techniques, et aurait été de retour en métropole dans un délai total d'1 semaine. En suivant virtuellement le même trajet, un Transal aurait dû effectuer ce même trajet en 6 jours et 7 escales techniques, se rendant indisponible pour toute autre mission pendant une période de 2 semaines. Et encore, cette donnée est sans doute assez éloignée de la vérité, car il n'est pas possible pour un C-160 de réaliser le même trajet que celui réalisé par un A400M. En effet, celui-ci ne peut pas réaliser des vols aussi longs sans escale au-dessus du Pacifique, l'obligeant à passer par l'Est et le survol de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie, sauf le ravitailler en vol, ce qui aurait nécessité le concours d'un autre avion ravitailleur. Sur un plan opérationnel, il faut principalement noter une capacité d'emport de l'Atlas est en moyenne 3 fois supérieure à celle du Transal à distance parcourue identique. Une mission en particulier a démontré une bonne partie des avantages des Atlas sur les autres appareils dont dispose l'armée de l'air. Je n'ai pas les détails exacts, si ce n'est que vers le milieu des années 2010, quelque part au Moyen-Orient, ça a chauffé et la coalition présente a décidé de retirer l'ensemble des forces terrestres déployées. Il fallait atterrir sur un terrain sommaire à partir d'une base aérienne projetée. Les volumes des troupes à récupérer avec leur matériel roulant ne permettaient pas au C-160 de ne prendre plus qu'un seul véhicule et un très petit nombre d'hommes, là où le C-130H pouvait prendre 2 véhicules, un moyen et un petit, ou seulement un gros, avec un peu plus d'hommes, et l'Atlas pouvait en prendre 3, plus une quantité importante d'hommes sur les sièges disposés sur les côtés. Mieux, la vitesse de l'Atlas lui permettait de faire 2 rotations par nuit, là où les C-160 et C-130 ne pouvaient en faire qu'une seule. Ainsi, 2 Atlas ont été suffisants pour désengager les troupes françaises déployées au sol en seulement quelques nuits, entre 3 et 4, là où il aurait fallu certainement plusieurs semaines avec d'autres moyens. Alors cette mission fait l'objet d'un article qui va être publié dans le prochain numéro d'Airfan, alors le numéro actuel même, ça se trouve au moment où la vidéo va sortir. Je m'excuse par avance du manque de détails, mais c'est une demande de l'état-major d'expurger un maximum de détails de cette mission, mais ils m'ont laissé quand même publier cet article suite à l'interview d'un pilote. Je vous assure, il est passionnant. Courez, achetez le dernier Airfan, l'article s'appelle « 50 nuances de vert ». D'autres missions réalisées dans le cadre d'entraînements internationaux offrent aux opérationnels des perspectives jamais explorées auparavant. Ainsi, pendant la mission Pégase 2024, réalisée en coopération avec d'autres États, les avions partis par le chemin ouest ont participé à l'exercice Arctic Defender en Alaska. Durant cet exercice, l'armée de l'air et de l'espace a réalisé une mission peu commune. Des commandos sont partis pour une mission à bord d'un Atlas, accompagné de 2 Rafales. L'Atlas s'est posé sur un terrain sommairement préparé pour déposer les commandos. Pendant leur mission, ils ont bénéficié d'un support aérien pourvu par les 2 Rafales, eux-mêmes ravitaillés en vol par la 400M. À la fin de la mission, la 400M s'est à nouveau posée sur la piste sommaire pour réembarquer les troupes au sol, et tout le monde est rentré à la base. Sur la base de cette mission, on pourrait s'imaginer des opérations de libération d'otages au Sahel, avec des avions qui opéreraient directement depuis la métropole, modulo des ravitaillements en vol supplémentaires à partir de Phoenix. Ce genre d'opération aurait été inenvisageable en 2004 et aurait nécessité le déploiement au préalable de moyens importants au plus près de la zone d'action, ce qui aurait nécessité plus de temps et aurait gâché un effet de surprise. Les Phoenix, Atlas et Rafale sont, en 2025, la colonne vertébrale de l'armée de l'air et de l'espace. Ce trio, dont chaque élément est complémentaire, a permis à l'armée de l'air de rentrer dans une nouvelle dimension. Les capacités propres de chacun de ces appareils, bien plus importantes que les appareils qui les remplacent, permettent d'envisager des opérations beaucoup plus importantes en termes de puissance projetée en 2025 comparé à 2005, malgré un nombre d'avions, notamment de combat, beaucoup plus faible. Il est ainsi envisagé, à partir de l'année prochaine, de pouvoir déployer jusqu'à 20 Rafales avec une capacité de combat à 20 000 km de distance en moins de 48 ans. En 2005, s'il aurait été envisageable de déployer autant d'avions, cela aurait nécessité une empreinte logistique bien plus lourde, avec plus de ravitailleurs et plus d'avions de transport dans un délai plus long, avec un nombre d'escales plus important et pour un effet militaire moindre. Car, il est bon de le rappeler, l'effecteur en bout de chaîne, le Rafale, offre une capacité d'action équivalente à au moins 2, voire 3 avions d'ancienne génération. En 2 décennies, l'armée de l'air et de l'espace a subi une mutation importante de ses moyens et capacités.
Se relevant d'une période marquée par la fin de la guerre froide et la baisse de ses budgets, l'armée de l'air et de l'espace a dû se battre sur tous les fronts pour remplacer simultanément la quasi-totalité de ses aéronefs. Dotée d'une expertise qui hisse la France au rang de nation leader dans le domaine des opérations aériennes, et malgré une augmentation capacitaire indéniable, l'armée de l'air souffre toujours, comme les autres armées en France, de la plaie ouverte par un manque chronique de budget à un moment pourtant charnière. En dépit de cela, l'armée de l'air et de l'espace dispose aujourd'hui d'une capacité de combat couvrant la totalité du spectre et pouvant faire face, d'un point de vue technologique et technique, à toutes les situations, ou presque. Le retour de la guerre en Europe et le réarmement mondial soulignent néanmoins le besoin d'opposer du volume à toute force potentiellement engagée contre nous. Les 185 avions de combat et les stocks de munitions faibles dont dispose l'armée de l'air et de l'espace, 200 missiles longue portée Météor et un millier de missiles Mika, ne feraient en effet pas long feu face à n'importe quelle menace, un tant soit peu sérieuse. Voilà, c'est la fin de cette très longue vidéo. Bon, il me semble que visiblement, vu les derniers commentaires, plus c'est long, plus c'est bon. Je suis obligé d'aller dans le détail, je ne sais pas faire court, et encore, je trouve que brosser 20 ans d'évolution de l'armée de l'air dans ce format-là, c'est encore déjà très résumé. Voilà, alors je m'excuse, entre guillemets, de ne pas avoir sorti de vidéo plus tôt. J'avais dit que j'essaierais de faire au moins une vidéo par mois, mais ça prend énormément de temps. Déjà parce que je maîtrise pas forcément bien les logiciels de montage vidéo comme je le souhaiterais. J'en ai essayé plusieurs, donc ça cafouille un petit peu. J'avais promis de sortir une vidéo sur la furtivité. Malheureusement, alors je fais ça en collaboration avec un autre YouTuber. Malheureusement, les informations qui sont dans le domaine public sont parfois contradictoires. Il faut essayer de trier le vrai du faux. Et c'est très compliqué d'avoir des informations de personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Si vous l'êtes d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Je ne cherche pas forcément à avoir des données chiffrées, mais à essayer un petit peu de démêler le vrai du faux. Voilà, donc j'ai eu l'accord du magazine DevTech. Hop. Courez acheter ce genre de magazine en presse ou abonnez-vous, c'est vraiment très important. Donc j'ai eu l'accord du magazine DevTech pour publier cette vidéo qui traite d'un sujet qui sera dans le prochain numéro, ou dans le numéro actuel, ou dans le numéro précédent, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, tout simplement je travaille pour eux, donc je présente mon travail sous une autre forme. Voilà, il n'y a pas de publicité là-dedans. Juste, voilà, je vous encourage, encore une fois, je le répéterai, je pense, dans toutes les vidéos, à soutenir la presse spécialisée, c'est vraiment très important. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, joyeux Noël, joyeux anniversaire, tout ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt.